Bonjour, donc nous, notre sujet, c'est le recours au droit comparé et l'interprétation des lois étrangères. Donc, pour commencer, quelle est l'utilité du droit comparé? Donc, le droit comparé est souvent utilisé lorsque les tribunaux rencontrent une difficulté d'interprétation. Ils vont alors se référer à des sources étrangères pour remédier à ce problème en analysant les solutions apportées à des enjeux semblables qui leur sont présentés. Donc, il arrive également qu'ils utilisent des sources étrangères pour appuyer leurs arguments, donc soit par analogie ou par contre-exemple, donc à contrario. La méthode comparative sert donc à enrichir la compréhension des tribunaux en mettant en lumière l'expérience d'autres États face à la problématique qui est étudiée. Aussi, le recours au droit comparé est original, selon moi, dans le sens qu'il permet aux juristes d'avoir une perspective différente sur leur tradition juridique, ce qu'ils n'auraient pas nécessairement rendu compte s'ils ne s'étaient pas aventurés en dehors de la tradition juridique à laquelle ils s'intéressent. Maintenant, pour parler un peu plus de doctrine et de jurisprudence, lorsqu'il est question d'interpréter un texte, il est fréquent qu'on ait recours au droit étranger en se basant sur de la jurisprudence portant sur un texte similaire à celui examiné. Par exemple, de nombreux textes législatifs canadiens sont interprétés en référence à de la jurisprudence américaine, anglaise ou française. Donc, c'est pourquoi il n'est pas rare de retrouver beaucoup de références à la doctrine française lorsqu'on interprète le Code civil du Québec, et c'est tout à fait logique en raison de la tradition juridique et de la langue. J'ai mis une citation en bas qui dit: Le droit comparé a apporté aux législateurs des outils pour moderniser le droit et l'harmoniser avec les systèmes juridiques du monde occidental sans perdre de vue la préservation de l'intégrité du droit québécois. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le caractère mixte du droit québécois, fait en sorte que les auteurs et les juges se penchent beaucoup sur le droit français et sur la common law dans l'interprétation du droit québécois. Mais cependant, au cours du 20e siècle, les tribunaux commencent à se montrer plus hésitants face à l'influence de la common law en raison d'un nationalisme juridique qui était grandissant. Donc, toutefois, ils continuent quand même à utiliser le droit français puisqu'il n'y avait pas la menace à l'intégrité du droit québécois, parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est une source de même grande tradition juridique. Aussi, le droit international et le droit comparé sont également utiles quant à l'interprétation des droits garantis par la Charte canadienne. Donc, on va retrouver de nombreuses décisions où les juges vont interpréter la Charte ou d'autres lois portant sur les droits de la personne en s'inspirant de la jurisprudence américaine ou européenne. Donc, la Cour suprême a notamment affirmé que les instruments internationaux de même nature étaient des outils pertinents et persuasifs afin d'interpréter certaines dispositions de la Charte canadienne. Donc, l'importance accordée à divers textes du droit international des personnes lors des travaux préparatoires de la Charte québécoise et aussi la présence de termes similaires utilisés dans les normes québécoises et internationales illustrent bien l'utilité du recours à ces données. Maintenant, je vais donner la parole à Sabine qui va vous parler un peu plus en détail des nuances et des critiques à ce sujet. Alors oui, effectivement, le droit étranger est porteur d'une importance persuasive, supplétive et comparative. Pareillement, au Canada, il est possible pour le juge d'agrémenter sa décision en évoquant des jugements de d'autres provinces ou de d'autres États afin de démontrer la légitimité de la décision qu'il a rendue. Cependant, il peut être insensé de comparer des aspects politiques, juridiques ou culturels entre le Québec et d'autres États parce que le décideur pourrait se retrouver dans une situation de décontextualisation. Là, vous allez me demander, vous allez me dire, mais Sabine, quand est-ce qu'une loi étrangère peut être déclarée inopérante? Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'il ressort qu'une loi étrangère est en contradiction avec l'ordre public, le tribunal pourrait déclarer cette loi inopérante. Il est cependant important de faire la distinction entre l'ordre public québécois au sens des relations internationales et l'ordre public québécois au sens du droit interne. Le droit étranger sera essentiellement rejeté lorsqu'il est contraire à l'ordre public québécois au sens des relations internationales. Alors, bien que le droit étranger soit en contradiction avec l'ordre public québécois au sens du droit interne, il est possible que le droit étranger reste exécutoire.
Il faut retenir que le droit public québécois au sens des relations internationales, c'est tout simplement un ensemble de valeurs fondamentales qui sont incarnées dans la Charte canadienne et la Charte québécoise des droits et libertés. Ces valeurs proviennent du droit international public et notamment du droit international des droits de l'homme. Ensuite, s'il établit que les règles d'équité procédurale n'ont pas été respectées par le tribunal étranger et par conséquent, les droits de la défense n'ont pas été respectés, la Cour peut décider de ne pas exécuter le jugement. Ensuite, lorsqu'il y a des effets anticoncurrentiels au Canada ressortent d'une loi étrangère, le tribunal canadien pourrait également déclarer cette loi inopérante. Lorsqu'on se rapporte à l'application directe ou indirecte d'une loi fiscale ou du droit pénal étranger, le tribunal canadien pourrait aussi déclarer cette loi inopérante. Toutefois, il est possible au Québec que le tribunal reconnaisse et sanctionne les obligations d'une loi fiscale étrangère, mais à condition que cet État étranger sanctionne et reconnaisse lui aussi les obligations des lois fiscales du Québec. Alors, il y a une relation de réciprocité. Ensuite aussi, lorsqu'un appel, une révision ou une cassation est possible, le jugement n'est généralement pas reconnu. Pareillement, si le jugement étranger n'est pas définitif ou exécutoire, celui-ci ne sera pas reconnu au Québec. Cela m'amène donc à dire que les décisions étrangères sont, sauf exception, reconnues lorsque le jugement a été émis par un tribunal compétent et qu'il est définitif. De plus, la Cour suprême a jugé qu'un jugement obtenu à l'aide d'une fraude qui n'a pas été découverte par le tribunal étranger ne peut être exécutoire au Québec. Parlons maintenant des conflits de loi. Qu'est-ce qu'on fait? En cas de conflit de loi au Québec, nous avons tendance à recourir à la méthode conflictuelle. D'ailleurs, ces règles de conflit ont été codifiées et se retrouvent dans le titre 10e du livre 10 du Code civil du Québec. Ces règles sont réparties en catégories juridiques, dont chacune se rapporte à un statut. Nous retrouvons des articles qui se rapportent au statut personnel, des articles qui se rapportent au statut réel, des articles qui se rapportent au statut des obligations et finalement des articles qui se rapportent au statut de la procédure. La méthode conflictuelle suggère qu'il faut choisir la règle de conflit en lien avec la question en conflit. Ensuite, lorsque la règle de conflit est appliquée, celle-ci doit mener au système juridique compétent, soit la lexis fori, c'est-à-dire de considérer la question en conflit comme étant dans un cadre purement interne, soit à un droit étranger. Conformément à l'article 2809 du Code civil du Québec, le décideur québécois a une autorité d'appliquer le droit étranger pourvu qu'il ait été allégué par l'une des parties. Or, si le droit étranger n'est pas allégué par l'une des parties ou que son contenu n'est pas établi, le juge devra se baser sur le droit québécois. Il y a toutefois des exceptions. Par exemple, en matière d'adoption étrangère, bien que les règles étrangères n'aient pas été invoquées, le juge québécois se doit de vérifier que les consentements nécessaires ont été obtenus et que les conditions d'adoption ont été respectées avant d'appliquer le droit de la province. Ensuite, le juge québécois pourrait demander à la partie qui invoque le droit étranger d'établir le contenu et l'existence. Par exemple, un témoignage d'un expert ou la production d'un certificat établi par un jurisconsulte pourrait être requise. Notons aussi qu'il existe dans le droit québécois une clause échappatoire qui est codifiée à l'article 3082 du Code civil du Québec qui confère un pouvoir discrétionnaire aux décideurs d'appliquer ou non le droit étranger ou le droit québécois. Toutefois, pour user de cette clause échappatoire, il faut que les situations dans lesquelles cette clause s'applique soient exceptionnelles. Étant donné qu'en principe, le juge québécois doit appliquer la loi désignée par ses règles de conflit. Il faut également que la loi désignée par la règle de conflit n'ait qu'un lien très faible avec la situation en cause. Il faut aussi qu'une autre loi ait un lien beaucoup plus fort avec cette situation et que la loi concernée ne soit pas désignée dans un acte juridique.
Dans le cas d'un acte juridique, les parties sont libres de choisir la loi qui va régir leur contrat. Cette loi peut être étrangère, bien que la situation d'ailleurs soit à l'interne. Malgré cette liberté, les parties ne doivent pas prévoir des dispositions qui s'opposent aux dispositions impératives que la loi normalement compétente prévoit. Cela vise notamment à éviter les tentatives de fraude. Alors, quant aux litiges en matière contractuelle, le tribunal canadien tentera de respecter la volonté des parties en ce qui concerne les questions de fond du contrat. Cela dit, si le contrat prévoit de bonne foi qu'une loi étrangère devra être appliquée, le tribunal tentera de respecter cette volonté et interprétera le contrat selon la loi étrangère, bien qu'il ne soit pas convaincu de son bien fondé. Nous pouvons qualifier cette règle codifiée à l'article 31-58 du Code civil du Québec de courtoisie internationale. D'ailleurs, depuis 1994, les nouvelles règles mettent sur un même niveau les décisions rendues dans les provinces canadiennes en dehors du Québec et les décisions étrangères. Alors maintenant, on s'apprête à vous parler de quelques décisions. Je vous laisse avec mes collègues. Donc, dans le cas de la jurisprudence, on a trouvé différents cas qui mentionnent le droit comparé. Dans certains cas, la jurisprudence va venir écarter son application, mais sans jamais nier son importance dans l'interprétation du droit québécois. Par exemple, la jurisprudence va venir comparer le droit québécois avec le droit français, le droit anglais et le droit international aussi. Dans le cas du droit français, l'arrêt qu'on a trouvé pertinent, c'est l'arrêt Allstate contre General Accident. Dans cet arrêt-là, il s'agit en fait d'un litige par rapport au recours subrogatoire en droit québécois. Dans ce cas-là, on va comparer les dispositions françaises et québécoises en ce qui concerne le droit à un tel recours. Le juge Forget, lui, va venir expliquer, dans le fond, dans cet arrêt-là, que le Québec nie le droit à la subrogation, mais que l'article L. 121-12 du Code des assurances en France ne va pas empêcher la subrogation en tant que telle, juste les recours contre les proches de l'assuré. Dans ce cas-là, la place qu'il va faire, c'est qu'il va insister que vu que les articles du Code civil tirent leur source du droit français, qui maintenant permet le recours subrogatoire depuis une décision de la Cour de cassation, qu'il devrait en fait pouvoir avoir le droit d'exercer le recours. Le juge va venir répondre à ça en admettant que oui, il y a plusieurs similitudes entre le droit français et le droit québécois, mais que les dispositions ne tirent pas juste leur source du droit français et la législation française va rester distincte de la nôtre. Le juge va conclure cette affaire-là en écartant les prétentions de l'appelant qui disait qu'il devrait avoir une interprétation fondée sur le droit comparé et en disant qu'il faut en fait faire une interprétation littérale de l'article 2474, qui est l'article en question quand on parle de recours subrogatoire dans le Code civil du Québec. Même si le droit comparé n'a pas été appliqué dans cette situation-là, le juge dans l'arrêt ABB Inc. contre Domtar Inc. va venir rappeler quand même qu'il y a une utilité à s'intéresser aux similitudes entre le droit québécois et français. Il va expliquer justement que chaque disposition du Code civil du Bas-Canada sur le régime de garantie de vice caché va reprendre les règles du Code civil français. C'est par exemple dans des situations comme ça que ça devient pertinent de voir comment le droit français a examiné des questions qui sont sur des sujets et des dispositions qui sont similaires. On peut donc voir que le droit français, c'est un outil qui est très pertinent quand il s'agit d'interpréter le droit québécois avec le principe de droit comparé. Il y a plusieurs cas où est-ce que le droit comparé était mentionné, mais écarté. Et dans ces situations-là, c'était surtout parce que, par exemple, soit les prétentions à l'interprétation du droit comparé étaient basées seulement sur la similitude entre les dispositions, ce qui n'est pas nécessairement assez, ou juste sur le fait que le droit français était une source des dispositions québécoises qui sont en question. Comme le juge dans l'affaire Allstate le rappelle, même s'il peut y avoir des similitudes, le droit québécois reste quand même distinct, puis ça ne veut pas nécessairement absolument dire que ça va être la même chose que le droit français. En ce qui concerne le droit international, comme Mila l'a dit plus tôt, le droit comparé et les législations internationales vont être utiles quand on doit interpréter les droits garantis par les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés. Un arrêt qui va venir clairement expliquer cette importance-là, c'est celui de Québec procureur général contre 91 47 07 32 Québec Inc. Cette affaire-là va venir expliquer qu'un cadre raisonné d'analyse et une méthodologie de prise en compte des sources de droit international et de droit comparé, ils vont être nécessaires quand ça vient de reconnaître adéquatement les obligations internationales du Canada et aussi pour fournir des indications qui sont plus claires et cohérentes aux tribunaux et aux plaideurs. Donc, on voit notamment l'importance du droit international par rapport aux obligations du Canada et ça va venir aussi expliquer en quoi c'est important par rapport aux droits dans nos chartes.
y expliquer justement que c'est une pratique courante et acceptée de venir utiliser des sources de droit pour aider à délimiter la portée et le contenu des droits garantis de la Charte. Et l'affaire va venir rappeler également que les lois et la jurisprudence qui sont appliquées à des questions connexes, des questions qui sont similaires et répondues par d'autres pays, ça va être évidemment un élément qui est important de considérer par rapport à la conversation juridique. Un arrêt qui va venir démontrer très bien cette utilité du droit international et l'interprétation des droits de la Charte, ça va être la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre Gagné. Dans cet arrêt-là, il va utiliser le droit comparé en regardant les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le principe de droit comparé dans cette situation-là vient les aider à définir plus clairement c'est quoi les paramètres de l'article 48 de la Charte québécoise, qui en fait indique que toute personne âgée ou handicapée a le droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Les législations internationales et européennes visent les mêmes objectifs que la Charte dans cette situation-là, c'est-à-dire la protection des droits de la personne. C'est pour ça, en fait, qu'ils ont été utilisés comme des outils qui servent à aider à analyser l'étendue de l'interdiction d'exploitation qui est prévue et expliquée à l'article 48, encore une fois, de la Charte. Le droit international, on peut donc dire que c'est aussi un instrument d'interprétation qui est bien reconnu, qui est encouragé de considérer, surtout quand ça vient toucher l'interprétation de nos droits. Dans l'arrêt Nefson Resources Ltd., que Jacob va expliquer davantage dans la prochaine diapositive, il va venir ajouter aussi que les règles du droit international coutumier devraient être automatiquement incorporées au droit canadien, dû au fort courant jurisprudentiel qui va dans ce sens-là. Et je vais maintenant passer la parole à Jacob, qui va parler davantage du droit comparé en lien avec le droit anglais. Merci, Daphné. Donc, ici, j'aborde un cas de jurisprudence dans lequel la Cour, à titre comparatif, se réfère à des décisions d'État de common law confrontées à des questions en litige similaires pour affirmer la solution juridique applicable en droit canadien. Donc, comme la common law canadienne repose en grande partie sur la common law britannique, les tribunaux vont souvent, pour des fins comparatives, recourir à des décisions étrangères d'États dont la tradition juridique est la common law, et ce, malgré les différences relatives à l'état de leur droit actuel qui ont été apportées par l'évolution du droit interne de ces pays au fil du temps. L'arrêt Nefson Resources Limited contre Araya sert d'exemple à illustrer cette tendance. Dans cette affaire, il est question de déterminer si la doctrine de l'acte de gouvernement et ses principes sous-jacents élaborés dans la jurisprudence canadienne ne font pas obstacle à des réclamations de travailleurs érythréens qui ont subi un traitement violent et inhumain dans le cadre de leur travail dans une mine qui appartient à une société canadienne. La partie défenderesse dans cette affaire, soit Nefson Resources Limited, prétend que l'action au complet devrait être radiée parce que la doctrine de l'acte de gouvernement la rend non justiciable. À titre indicatif, la doctrine de l'acte de gouvernement est une règle de droit interne selon laquelle les tribunaux nationaux ne peuvent porter un jugement sur les actes souverains d'un gouvernement étranger. La Cour doit donc ici déterminer si la doctrine de l'acte de gouvernement est reconnue dans la common law canadienne. Pour ce faire, elle examine l'approche préconisée par les tribunaux anglais selon laquelle la doctrine de l'acte de gouvernement est affirmée et joue un rôle important. Dans son analyse, la Cour se réfère à des décisions anglaises et australiennes qui reconnaissent la doctrine de l'acte de gouvernement et conclut qu'elle y voit une source de confusion en raison de la tentative de faire cohabiter plusieurs concepts uniques au sein de cette doctrine. La Cour note que la common law canadienne s'est développée à partir des mêmes racines et que les arrêts fondamentaux en ce qui concerne l'acte de gouvernement étranger sont les mêmes. Cependant, avec l'évolution de la common law canadienne depuis ces arrêts, le droit canadien a élaboré sa propre méthode pour traiter les principes jumeaux qui sous-tendent la doctrine, soit le conflit de loi et la retenue judiciaire. Ces principes ont évolué isolément plutôt qu'en tant qu'éléments de la doctrine de l'acte de gouvernement et ont été subsumés dans la jurisprudence. Bref, en droit canadien, la doctrine de l'acte de gouvernement ne joue pas de rôle. Ce sont plutôt les principes ordinaires de droit international privé qui commandent généralement la déférence, mais qui permettent l'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire de refuser d'appliquer les lois étrangères lorsque celles-ci sont contraires à l'ordre public, qui vont s'appliquer. Cette décision récente vient donc réaffirmer la portée d'application d'une loi étrangère.
Voilà un exemple d'utilisation du droit comparé par la Cour pour appuyer son argumentation au bénéfice d'une solution de droit interne déjà en place. Donc, en conclusion, le droit comparé s'avère être utile aux tribunaux, surtout dans certaines situations particulières. En effet, lorsque les tribunaux rencontrent une difficulté d'interprétation, ils auront tendance à porter un regard sur les solutions de droit applicables dans des États étrangers lorsque ces derniers sont saisis d'affaires similaires. Ainsi, les tribunaux vont parfois recourir au droit étranger pour appuyer leurs arguments. Il y a donc lieu de conclure que l'utilisation du droit comparé par les tribunaux permet aux juristes d'adopter une perspective différente, ce qui enrichit le droit canadien et la capacité des tribunaux à étudier une problématique, et ce, tout en préservant l'intégrité du droit interne canadien.